d'effectuer une présentation assez synthétique. On va, dans une bonne demi-heure, vous présenter le thème des zones humides. Donc, qu'est-ce que les zones humides? L'intérêt de ces zones humides par rapport, j'ai pas de, j'arrive pas à passer les slides. Ah si, c'est bon. L'intérêt de ces zones humides, les outils, notamment réglementaires pour protéger les zones humides, l'intégration de ces zones humides dans les documents d'urbanisme et pour finir, comme on l'a présenté en introduction, la connaissance et délimitation de ces zones humides via les études portées par les sages sur le bassin du Cher. Donc, pour débuter, définition et rôle des zones humides, et je vais laisser la parole à Loïc, qui est notre expert sur le sujet et qui va nous parler de ce sujet. Merci Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter succinctement tout ce qui est, enfin, comment on caractérise une zone humide, comment on identifie les rôles et les fonctions qu'elle nous rend. Donc, pour commencer, la définition, on va dire, réglementaire d'une zone humide, c'est un endroit, un terrain exploité ou non, qui est habituellement soit inondé, soit gorgé d'eau, qu'elle soit douce, saumâtre ou salée, de façon permanente ou temporaire, et qui peut être également caractérisé par une végétation, on va dire, hygrophile, c'est-à-dire des espèces végétales qui aiment l'humidité et qui sont donc présentes sur ces habitats, sur ces milieux, sur ces terrains, une partie de l'année, au moins une partie de l'année. Donc, pour ce qui est de la définition, une identification pure et dure d'une zone humide, on se base sur plusieurs arrêtés ministériels, qui, donc, celui du 24 juin 2008, qui a été complété par la suite par celui du 1er octobre 2009, qui ont permis de définir une liste d'espèces végétales qui sont indicatrices ou caractéristiques des zones humides, mais aussi tout ce qui est classification des types de sols pour lorsqu'on fait une caractérisation des zones humides via des sondages pédologiques. Et bien entendu, donc, par la loi du 24 juillet 2019 qui a apporté création pour l'Office français de la biodiversité et qui a permis de rétablir le caractère alternatif de ces deux critères, donc végétation et type de sol, pour la caractérisation et l'identification des zones humides. Donc, comme je vous ai dit, donc, ces deux critères, donc la végétation avec les cortèges d'espèces des plantes qui aiment l'eau, aiment l'humidité. Et donc, pour ce qui est du sol, on va faire des sondages pédologiques avec des terrières pour chercher des traces d'oxydoréduction, donc l'oxydation qui va dénoter d'une présence temporaire de la nappe phréatique, de l'eau et un engorgement temporaire de l'eau à des hauteurs, des profondeurs qui varient, et de réduction où du coup la présence permanente de l'eau dans le sol va entraîner une réduction du fer et du tout qui va se dénoter notamment, comme on le verra par la suite, par un sol de glé, enfin du glé avec une couleur très bleuâtre, verdâtre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à interrompre si vous voulez des précisions. Et sinon, j'enchaîne. Donc, cet arrêté, notamment celui de 2008, a listé plus de 800 espèces végétales qui ont été identifiées comme caractéristiques des zones humides. Bien entendu, selon les régions, il y a eu des déclinaisons pour prendre en compte au maximum les espèces végétales locales qui sont caractéristiques de chaque territoire. Et bien entendu, donc on a des espèces qui peuvent aussi bien se retrouver en milieu ouvert, donc des prairies par exemple avec le jonc diffus, les joncs acutiflores qu'on voit très souvent au final dans les prairies de pâturage. La Renaud ibistorte qui se trouve un peu plus en altitude et donc les silènes fleurs de coucou qu'on peut voir. Bref, il y a des espèces qu'on peut retrouver aussi bien en prairie qu'en milieu un peu plus fermé, en bord de cours d'eau comme la reine des prés, et donc des espèces aussi bien végétales, herbacées, que des arbres, avec par exemple le sol blanc ou l'aulne glutineux, qu'on appelle plus couramment en Auvergne le verne. Et donc, en fait, ces espèces végétales vont former différents types de milieux. Certains peuvent être ouverts, donc avec les prairies humides dont je vous parlais tout à l'heure, des bas marais et des tourbières, même si c'est relativement plus rare.
notamment sur votre territoire, des milieux qu'on va qualifier de mégaforbiers qui correspondent en fait à des habitats dont la strate herbacée peut atteindre jusqu'à 1 mètre, voire 2 mètres exceptionnellement de hauteur. Donc, une végétation très dense, très souvent associée au bord de cours d'eau et qui peuvent également se retrouver sous des plantations de peupliers, notamment. Et tout ce qui est roselière et carissée, donc très souvent en ceinture de bord de mares, d'étangs ou de cours d'eau, de fossés notamment. Et donc également, on peut retrouver des milieux qui sont plus fermés, donc forestiers, et qui sont indicateurs typiques de zones humides. Donc ça peut être les forêts rivulaires et les ripisylves, donc c'est tous ces alignements d'arbres plus ou moins larges que l'on peut retrouver en bord de cours d'eau ou de fleuves, notamment le long de l'Allier. Des forêts marécageuses ou tourbeuses, donc, dont là la différence vient essentiellement du caractère du sol. Et bien entendu des plantations, et notamment les plantations de peupliers, qui est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau pour sa croissance, et dont certaines plantations ont très souvent été faites sur d'anciennes zones humides pour pouvoir bénéficier de la forte teneur en eau du sol pour cette culture. Voilà, donc ça c'est le premier critère, donc tout ce qui a trait à la flore pour l'identification des zones humides. Et le deuxième critère dont je vous parlais avant, c'est donc l'étude du sol et de l'hydromorphie. Donc en gros, on va chercher les traces, les indices qui nous permettent de déduire de l'engorgement du sol de façon permanente ou temporaire. Et donc, cet engorgement, lorsqu'il est temporaire, il va entraîner, ce qu'on va dire, des traits rédoxiques, où en fait, cet engorgement, ce battement de la nappe va entraîner à la fois une alternance d'oxydation et de réduction de la part du fer en présence de l'eau. Donc, on va avoir ces petites traces de rouille qui permettront d'identifier ces horizons. Et ensuite, donc, tout ce qui est oxydation, donc le glais, là que l'on voit donc, en bas, qui a une couleur beaucoup plus bleuâtre, un peu grisâtre, et qui, elle, dénote d'un engorgement temporaire à cet endroit-là du sol en eau. Donc, pour caractériser et pour identifier une zone humide lorsqu'on utilise le sol, enfin la caractérisation du sol, bien entendu, on vous rassure, on ne fait pas des fosses pédologiques là, comme on peut le voir sur ces photos qui sont là pour illustrer, mais bien une terrière à main, du coup, qui fera un trou de 8 cm à peu près. Et donc, on va chercher jusqu'à 1,20 m ces traces d'oxydation et de réduction du fer pour pouvoir caractériser ce sol et identifier et confirmer si on est en présence ou non d'une zone humide. Voilà du coup pour les deux critères sur lesquels on se base principalement pour identifier et délimiter une zone humide sur le terrain. Et pour tout ce qui concerne la fonctionnalité et les services rendus, il faut savoir donc que les zones humides nous rendent quand même beaucoup de services, que ce soit d'un point de vue hydrologique avec un rôle d'éponge, on va dire, naturel, c'est vraiment pour imager. Mais en gros, les zones humides vont permettre de stocker le surplus d'eau qu'il peut y avoir, notamment suite à de fortes intempéries ou par exemple en fonction si elles sont en bord de cours d'eau lorsqu'il y a des crues. Et donc, elles vont stocker ce surplus d'eau et par la suite, notamment lors d'épisodes caniculaires ou de sécheresse, elles vont pouvoir restituer cette eau au milieu. Donc, elles jouent un véritable rôle de soutien d'étiage qui est bien utile, notamment par exemple pour les éleveurs, puisque ça se voit très bien, notamment lors d'épisodes de sécheresse. Cela permet une exploitation, par exemple, des pâtures beaucoup plus longtemps au cours de la saison qu'en absence de zone humide. Ça a des avantages comme des inconvénients, mais c'est un avantage. Donc, bien entendu, elles vont permettre ces zones humides de recharger les nappes et de ralentir le débit des crues, par exemple lorsqu'elles sont en bord de cours d'eau. Elles assurent également des fonctions un peu plus biogéochimiques, donc elles vont filtrer tout ce qui est matière minérale, organique, qu'on va retrouver dans l'environnement, donc des nitrifications des nitrates.
et tout ce qui est substances polluantes. Et elles vont également jouer un rôle de support de la biodiversité, avec notamment une faune et une flore qui sont très souvent caractéristiques de ces milieux et que l'on ne retrouve qu'à ces endroits-là. Et une des dernières fonctionnalités que l'on a retrouvées, que l'on a trouvé identifiées ces dernières années, c'est une fonction de stockage de carbone. Donc, aussi bien, donc en fait, ces zones humides-là, elles jouent un réel rôle non négligeable, notamment dans la lutte contre le dérèglement climatique, que ce soit pour réduire, on va dire, ces épisodes, par exemple, de crues ou qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, mais aussi pour tout ce qui est stockage de carbone. Et c'est pour ces raisons-là que très souvent, les sages choisissent de faire un inventaire de zones humides, vu leur rôle dans la gestion, aussi bien enfin, dans leur rôle dans la poursuite, l'atteinte d'un bon état quantitatif et qualitatif de la ressource en eau. Voilà, pour ma part. Merci Loïc. Peut-être qu'on peut prendre un temps d'échange ou de questions si vous avez besoin de précision. Donc n'hésitez pas à lever la main et on vous laissera la parole, ou sinon on continue. En main levée. Je ne vois pas de main levée, donc on peut continuer et expliquer pourquoi la réglementation, du coup, protège ces zones. Exactement. Donc, les zones humides sont assez bien définies dans la réglementation et notamment le Code de l'environnement qui prévoit une place assez spécifique dans la protection des zones humides. Donc, pour simplifier, et tout ça vous est écrit, mais dans le cadre de ce qu'on appelle des travaux dits loi sur l'eau et selon ce qu'on appelle la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités, ou IOTA, ou nomenclature dite loi sur l'eau, il y a une rubrique spécifique, la 3310 ou 3.3.10, qui est nommée assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zone humide ou de marais, qui prévoit une procédure spécifique entre le régime dit de déclaration ou d'autorisation. Donc, dans ce régime de déclaration, il y a une variante en termes de dossier entre la déclaration qui est entre 1000 m² de zone humide impactée et 1 hectare, donc 10 000 m². Donc, c'est le régime de déclaration et au-delà, on est dans le régime d'autorisation. Donc, le régime de déclaration est une procédure un peu plus simplifiée qui permet la mise en place de ces travaux, avec cependant un certain nombre de choses à effectuer, avec un diagnostic qui doit être effectué. Au-delà, dans le régime d'autorisation, il y a une procédure d'enquête plus poussée, d'enquête publique, qui complique, en fait, complexifie la procédure. Donc, toujours est-il que les zones humides sont prises en compte dans ce type de dossier et finalement dans tout dossier soumis à la loi sur l'eau au-delà de cette rubrique, les zones humides doivent être examinées au regard de leur préservation. Dans les documents SDAGE et SAGE, les zones humides sont très bien intégrées. Donc, le SDAGE Loire-Bretagne, actuellement validé dernièrement, donc 2022-2027, inscrit à la préservation des zones humides dans ses orientations, puisqu'il dédie un chapitre spécifique, le chapitre 8, dans lequel, notamment, il rappelle que les zones humides doivent être que les documents d'urbanisme type SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, ou les PLU, plans locaux d'urbanisme, doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE ou dans les SAGE. Nous reviendrons là-dessus par ce qu'on nomme le lien de compatibilité. La disposition 8B1 vise à préserver les zones humides de projets ou d'activités les impactant en reprenant la séquence ERC, qu'on appelle éviter, réduire, compenser. Donc, on précisera aussi un peu plus tard. Et la disposition 8E1 confie au SAGE la réalisation d'inventaires précis des zones humides
basée sur une identification, une hiérarchisation d'enveloppes de forte probabilité de zones humides. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là que les sages prévoient la réalisation d'études d'inventaire sur leur territoire. Donc, pour revenir sur les sages, il faut savoir que les sages possèdent deux grands types de documents, ce qu'on appelle le PAGD, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau, et le règlement. Dans ces deux documents, les sages peuvent définir des objectifs et des orientations assez précises en matière de préservation de zones humides et donc apportent un certain nombre de prescriptions visant à les protéger et aussi, dans un premier temps, à les connaître en précisant notamment la nécessité de les inventorier. Il faut savoir que le règlement du SAGE est opposable aux tiers et donc il peut édicter des règles concernant les projets soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l'eau. Et donc, à ce titre, le règlement du SAGE peut protéger de toute destruction ou dégradation de la zone humide à partir du premier mètre carré impacté si l'intérêt de la zone le justifie. Alors, plus précisément, dans le cadre du SAGE Chiramont, donc, nous avons une disposition spécifique dédiée aux zones humides, tout comme pour les sages Yèvre-Oron et Chiraval. Et le sage Chiramont, puisque je le connais un peu plus spécifiquement, a une règle spécifique en matière de protection des zones humides en interdisant toute destruction. Après, il y a un certain nombre de détails dans cette mesure, de façon à préserver au mieux ces zones humides. Si tu souhaites compléter, je suis resté un peu dans la généralité. Non, on est sur le même type de prescription dans le règlement du SAGE Yèvre-Oron qui était plus en termes de limiter la destruction et notamment compenser s'il devait y avoir destruction compensée effectivement par une zone humide de même fonctionnalité et ça a été intégré ensuite, c'est les mêmes mentions qu'on retrouve dans le SDAGE. Donc, au-delà de la réglementation, donc, dans le cadre du Code de l'environnement qui prévoit une préservation des zones humides, une réelle possibilité de préserver des zones humides, c'est de les intégrer et donc dans les documents d'urbanisme de façon à limiter au maximum leur destruction. Donc, nous allons rentrer un peu plus dans la précision dans ce que peuvent faire et ce que peuvent prévoir les documents d'urbanisme en matière de préservation des zones humides. Donc prévu par la loi Grenelle puis le Code de l'environnement, la préservation des zones humides doit être intégrée aux documents d'urbanisme via différentes possibilités qu'on détaillera un peu plus tard. Donc, ces documents d'urbanisme sont les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme qui sont maintenant des plans intercommunaux, PLUI, qui sont sur des territoires un peu plus vastes. Tout en sachant on a une hiérarchisation des normes entre ce qu'on appelle la prise en compte, la compatibilité et la conformité. Donc, les plans locaux, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les documents supérieurs, donc notamment SAGE et SDAGE. Ce qu'on nomme compatibilité, c'est ce qu'on pourrait donner par absence de contradiction. Les documents d'urbanisme doivent aller dans le sens de ce que prescrivent les documents supérieurs, donc SAGE et SDAGE. Et la conformité, en revanche, est un respect strict des documents. Donc, comme je le spécifiais par rapport au Code de l'environnement, eh bien, donc tous les travaux, donc ce qu'on appelle les IOTA, les travaux loi sur l'eau doivent être strictement conformes à la réglementation, et donc notamment sur le volet zone humide, où les prescriptions doivent être conformes à ce que demande la rubrique 33.1.0. Donc, le SCOT également dispose de leviers pour la préservation des zones humides et peut, par exemple, aller plus loin en demandant au PLU de classer impérativement les zones humides en zones inconstructibles. Et donc, il doit rester compatible avec les documents qui lui sont supérieurs, comme le SAGE. Donc, concrètement, comment les zones humides peuvent être préservées au travers des documents d'urbanisme? Donc, il y a globalement trois grandes possibilités au travers du règlement. Donc, le règlement
du PLU se distingue à la fois par un règlement cartographique et un règlement écrit. Et il y a aussi les OAP, ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, qui peuvent apporter des prescriptions supplémentaires en matière de protection des zones humides. Donc, plus précisément, le règlement cartographique, comme on peut voir une représentation à droite, identifie géographiquement les zones humides et peuvent leur affecter un zonage permettant de les protéger. Le règlement écrit également apporte un certain nombre de prescriptions en matière de protection de ces zones humides, tout simplement, par exemple, en interdisant un certain nombre une construction, de nouvelles constructions ou encore des modes d'utilisation des sols qui détruisent ces zones. Il y a une coquille d'ailleurs, des zones sur ces territoires, donc c'est quand même une action assez forte en matière de préservation des zones humides. Et également via les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont un document dont la collectivité expose la façon dont elle souhaite mettre en valeur, réhabiliter ou restructurer, voire aménager certains éléments de son territoire en fixant un certain nombre d'actions et d'opérations qui visent à préserver ces zones humides. Donc, il faut savoir dans un règlement cartographique de PLU, mais vous savez certainement qu'il y a quatre grands zonages, donc U, AU, N et A. Donc, AU et U, c'est aire urbanisée, U, c'est zone urbaine, zone N, naturelle et forestière, et A, agricole. Donc, dans ces quatre zones, les zones humides peuvent être bien entendu intégrées, tout en sachant et assez explicitement que dans les zones naturelles et agricoles sont les zones où les zones humides peuvent être plus facilement préservées, puisque ce sont des zones où les constructions sont globalement pas possibles, hormis par rapport aux bâtiments agricoles qui peuvent être effectués. Toujours est-il que le PLU, via son règlement écrit, peut apporter un certain nombre de prescriptions pour interdire ou limiter des aménagements qui pourraient affecter les zones humides. Dans les zones urbaines et urbanisées, donc comme cela l'indique, où il y a déjà un certain nombre de constructions, il peut y avoir des dispositions visant à minimiser l'impact de l'urbanisation sur des zones humides menacées, puisqu'il peut toutefois y avoir des zones humides relictuelles dans ces zones U et AU, et via l'inventaire de ces zones humides, il peut y avoir un certain nombre de prescriptions visant à améliorer l'aménagement de ces territoires pour limiter l'impact des constructions. Et dans ce contexte, un exemple d'une commune qui est Montaigu en Combrailles, donc dans le Puy-de-Dôme, qui appartient au stage Chéramont, qui d'ailleurs sur le bassin Chéramont et la Sioule. Et donc, c'est une commune qui a bénéficié d'un inventaire de ces zones humides et qui, via son plan local d'urbanisme, a pu apporter un certain nombre de prescriptions en matière de préservation de ces zones humides. Et donc, par exemple, je cite, à la fois dans ses OAP et son règlement écrit, il est indiqué que ces zones humides ou ces secteurs ont été définis par des études de terrain réalisées par le SMED des Combrailles. Et ces zones humides avérées sont identifiées au plan de zonage. Et donc, ce plan de zonage, vous le voyez à votre droite, donc c'est la tache bleue, par exemple. Et dans ces espaces, les prescriptions spécifiques sur ces zones humides sont à la fois d'interdire tout mouvement de terrain susceptible de porter atteinte au caractère humide du secteur et de préserver les écoulements pour maintenir l'alimentation hydrique du secteur. Donc, c'est un exemple de comment officialiser la préservation de ces zones humides. Donc, comme on l'a nommé sur l'aspect dans le SDAGE, qui prévoit de mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser, qui est une séquence qui est finalement assez ancienne d'un point de vue, on va dire, initiation, enfin, début de mise en place de ce terme, qui date de 1976, la loi de 1976, mais qui a été confirmée et précisée par la loi biodiversité de 2016.
Et donc, la séquence ERC vise notamment assez spécifiquement les zones humides où, cette séquence doit être appliquée pour préserver au mieux ces zones humides. Alors, concrètement, il s'agit dans un premier temps de renoncer ou déplacer le projet pour éviter toute atteinte à la zone humide et plus largement à l'environnement. Donc, tout simplement, si une zone humide est connue, l'objectif est de la préserver et donc de décaler de ce projet de façon à ne pas porter atteinte à ces zones humides. Si la configuration fait qu'il n'est pas totalement possible d'éviter ce projet, le but est de l'ajuster pour réduire ces atteintes si cela donc, ne peut pas être évité. Et en dernier recours, une compensation est effectuée si le projet ne peut se faire et qui aboutit à une destruction de cette zone humide, tout en sachant que, en conformité notamment avec le SDAGE Loire-Bretagne, que si l'évitement n'est pas possible, une zone humide devra être restaurée à la hauteur de 200% de la surface qui aura été détériorée. Tout en sachant que, bien entendu, l'évitement doit primer sur la compensation à fonctionnalité équivalente et que dans une compensation à 200% de la surface détériorée, l'idéal est donc de prévoir une surface bien tout à fait fonctionnelle, une nouvelle surface en zone humide fonctionnelle, chose qui n'est pas forcément facile à prévoir. On a fini sur cet aspect réglementation et surtout plan local d'urbanisme. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a dans les discussions, mais je te laisse peut-être faire. Oui, les discussions dans le chat portent plus sur la façon de procéder au sondage pédologique. Donc, soit on y répond de suite, soit à la fin, comme vous voulez, et on reste sur le réglementaire, n'importe. Sinon, donc, les discussions sont jusqu'à quelle profondeur on procède au sondage pédologique et aussi est-il nécessaire de procéder à une déclaration de travaux ou d'intention de démarrage de travaux, donc DICT, pour réaliser ces sondages pédologiques. Donc, Loïc a apporté des éléments de réponse. Est-ce que je synthétise ou est-ce que tu veux répondre en direct, Loïc? Comme tu préfères. Donc, Loïc rappelle que les sondages pédologiques sont assez complexes puisqu'il y a à la fois déjà l'épaisseur de sol qui rentre en compte. Donc, sur les zones où le sol fait moins de 1,20 m, de toute façon, ça peut être le cas ici, nous, sur Yèvreron, dans le Berry, il y a des endroits où il y a 30 cm de sol ou 60, 90, ça va être plutôt dans cet ordre-là, donc on ne va pas aller plus loin. Et puis ensuite, donc, il y a la profondeur de sol, la profondeur à laquelle les traces d'oxydoréduction apparaissent, et aussi si ces traces s'accentuent ou pas au fil du creusement en fait, du sondage pédologique. Donc, il n'y a pas une réponse simple, mais globalement, dans la bibliographie, 1,20 m est à peu près une limite utilisée partout et assez standard. Tu confirmeras, Loïc? Oui. Après, du coup, en fait, c'est l'apparition de ces traces d'oxydoréduction, leur accentuation va donc permettre de classifier le sol dans une des catégories du référentiel pédologique que je vous ai présenté tout à l'heure, et donc de voir si le sol est considéré comme humide ou non. Donc, il y a les traits redoxiques, les traits réductiques. Du coup, les traits redoxiques, c'est là où, justement, je vous disais, il y a une alternance entre traces de rouille et glais. Et les horizons réductiques, eux, sont très souvent, quand on est dans ce cas de figure, on est dans la zone humide. Et après, voilà, c'est tout ce qui est, dès lors qu'il y a des traits redoxiques, il y a plusieurs cas de figure à envisager. Et le dernier cas de figure que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est la colonne la plus à droite, où il y a un H marqué avec du marron. Voilà. Là, c'est lorsque on est dans du sol qui est tourbe. C'est-à-dire que quand on fait le sondage pédologique, on tombe sur de la tourbe, donc de la matière organique, dans laquelle en fait on ne peut pas retrouver ces traces soit d'oxydation, soit de réduction du fer. Et du coup, par contre, là, dans ce cas de figure-là, dès lors qu'on a de la tourbe, eh bien, on est directement en zone humide. Il y a deux cas de figure, donc c'est ce que je vous disais. En gros, c'est en fonction de la profondeur à laquelle on trouve certains types, soit de l'oxydation, soit de la réduction, qui va permettre, lorsqu'on analyse globalement la totalité du sondage pédologique, de classifier le sol, le terrain en zone humide.
Et du coup, pour faire aussi un petit lien avec l'intégration, la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme, c'était, je ne sais pas du coup, parce que je répondais aussi en même temps au chat, donc peut-être que j'ai loupé quelques trucs et je m'en discute si c'est le cas. Mais normalement, dès lors que des communes souhaitent ouvrir à l'urbanisation certaines parcelles, ils sont dans l'obligation de vérifier en amont s'il y a présence ou non de zones humides. Donc, en gros, ils sont dans l'obligation de démarcher, enfin de faire appel à un bureau d'études qui va vérifier soit en utilisant donc le critère floristique, soit le critère très souvent plutôt pédologique, la présence ou non de zones humides. Et auquel cas, s'il y a présence, c'est donc, comme le disait Jonathan, on applique le principe d'éviter, réduire, compenser. Donc, la commune cherche d'autres parcelles pour ouvrir à l'urbanisation. Et si c'est clairement impossible, là, il va falloir mettre en place donc, la réduction et ensuite la compensation en dernier lieu. Et la réduction, comme Jonathan l'a dit, peut être mise en place notamment en faisant une orientation d'aménagement et de programmation qui va permettre d'intégrer au mieux la zone humide dans le projet. Et limite, des fois, même les zones humides peuvent jouer le rôle du coup de phytoépuration, par exemple, pour la création d'un nouveau quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être également à la fois valorisé par le document d'urbanisme. Et en termes de réglementation, petit rappel, mais les documents d'urbanisme ne peuvent mettre aucune règle qui permette, on va dire, une gestion en tant que telle des zones humides qui sont présentes sur leur territoire. Mais par contre, au travers du règlement, la seule chose qui peut être réalisée, c'est une interdiction, on va dire, de remblaiement de zones humides ou de creusement, donc exhaussement, affouillement, et donc empêcher, on va dire, tout ce qui est drainage à l'échelle de la commune. Et après, il y a d'autres outils pour valoriser les zones humides comme la trame verte et bleue, les herbissages dans les zonages. Donc, les outils sont multiples, mais les communes ne peuvent pas faire de la gestion de leurs zones humides. Et c'est pour ça que aussi, comme je vous ai dit, vous êtes dans l'obligation de vérifier ou non la présence de zones humides sur vos parcelles que vous comptez ouvrir à l'urbanisation. Il faut savoir que c'est des études qui coûtent cher et donc que les sages fassent déjà des inventaires de zones humides sur leur territoire, c'est un apport de connaissances pour vous qui n'est pas négligeable et qui vous permettra justement de vous aider dans la décision des parcelles à ouvrir ou non à l'urbanisation. Voilà pour la petite parenthèse. La question subsidiaire était, y a-t-il besoin d'une DICT pour réaliser les sondages faire des pédologiques? inventaires, typiquement dans le cas des sages, il n'y a pas d'obligation. Donc, ce n'est pas, non, c'est pas systématique, c'est un peu à étudier au cas par cas. Voilà, n'hésitez pas, j'espère avoir été suffisamment clair. En tout cas, merci pour cette précision, Loïc, qui complète quand même beaucoup, qui apporte une information intéressante sur la nécessité d'inventorier ces zones humides pour les zones ouvertes à l'urbanisme. Et justement, ce qui fait aussi le lien avec la dernière partie sur justement l'intérêt de le connaître et de délimiter ces zones humides et de aussi mutualiser ces études à une échelle un peu plus large, notamment qui permet peut-être de réduire les coûts au kilomètre carré d'études de territoire étudié. Du coup, on continue. Oui. Donc, dernière partie, justement, par rapport à l'acquisition de connaissances, donc les clés des sages Chiramont et Chiraval ont acté le besoin, la nécessité de connaître et d'inventorier les zones humides sur les territoires de ces deux sages. Et donc l'objectif est d'inventorier l'ensemble de ces zones humides basées notamment sur l'enveloppe de très forte probabilité de présence en zone humide. Donc, tout en sachant que ces enveloppes sont issues des études qui ont été effectuées dans le cadre de la phase d'élaboration de ces sages, donc, qui date de 2013.
Et donc, en sachant que nous avons sur les deux sages donc environ 615 km² de zones humides à très forte probabilité de présence à inventorier. Dans ce qui fait un territoire conséquent, et comme le soulignait M. Pallas en introduction, ce sont des études, enfin il s'agit d'une étude volumineuse, très importante à mettre en œuvre et quand même assez coûteuse au regard de la surface considérée. Et donc, autant que possible, nous allons pouvoir faire dans les années à venir et essayer de couvrir l'ensemble de ces deux sages en matière de connaissance de ces zones humides. Alors, à partir de l'enveloppe de prélocalisation, l'idée est donc de définir la phase de terrain. Donc, à la suite de cette première phase de collecte de données et d'intégration sous un système d'information géographique, eh bien, c'est de planifier la phase de terrain et d'inventaire de ces zones humides, basées, comme nous l'avons présenté au préalable, basées sur le protocole qui est défini par la réglementation, donc basé à la fois sur des critères flore et pédologiques, si besoin, en cas d'absence de flore caractéristique de zone humide. Et donc, en concernant l'étude que nous allons effectuer, que nous mettons en œuvre pour cette première phase, donc de printemps 2022 jusqu'à mars 2023, donc un certain nombre de sites étudiés vont être inventoriés. Et pour partager au mieux cette étude, nous le faisons en lien étroit avec les acteurs du territoire, syndicats de rivières, professions agricoles, les communes, PCI. Et donc, cette étude se fait au-delà des inventaires de terrain, se fait en concertation avec deux ateliers de concertation qui seront faits au cours de cette étude. Un atelier en amont de la phase d'inventaire qui consistera à présenter et partager les sites qui seront prospectés et partager la méthode qui sera employée. Et une troisième phase finale qui sera donc de définir les zones humides avérées qui ont été inventoriées à partir de l'enveloppe de très forte probabilité de présence dans zone humide, et donc de partager en second atelier de concertation des cartographies de zones humides avérées, tout en sachant que ces résultats seront au final validés en clé en commission locale de l'eau. Et donc, en titre d'exemple, eh bien, le sage Yves Roron a effectué une démarche similaire il y a quelques années que Cécile va nous présenter succinctement. Oui, effectivement, ces inventaires ont été faits sur Yves-Roron, alors à peu près dans les mêmes méthodologies, c'est-à-dire qu'il y avait une prélocalisation des zones humides en 2007 et sur les enveloppes de très forte présence de probabilité de présence de zones humides. Le territoire a croisé en fait cette donnée avec les enjeux territoriaux et les pressions présentes pour définir les secteurs potentiels avec les zones humides prioritaires à connaître et à protéger et à restaurer peut-être. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les ZHIEP, les ZSGE dans la réglementation. Je laisserai Loïc donner l'acronyme. Et du coup, 290 km² de zones prioritaires ont été délimités. Donc, c'est ce que vous voyez en vert sur la cartographie du haut. Et du coup, il y a eu effectivement des inventaires de terrain, donc floristiques et pédologiques, qui ont été réalisés et qui ont abouti à la carte en bas à droite, donc presque 100 km² de zones humides délimitées et voilà, presque 1400 sondages pédologiques réalisés et autant d'inventaires floristiques sur le territoire. Donc Loïc précise dans les discussions ce qu'on appelle les ZHIEP. Merci Loïc. Pour préciser également que ces inventaires, donc, comme vous l'avez vu, sont très utiles pour les documents d'urbanisme en matière d'aménagement du territoire, mais il faut savoir que ces inventaires n'ont pas pour l'instant de portée réglementaire et donc ils ne se substituent pas aux dossiers loi sur l'eau qui doivent être effectués pour des projets spécifiques, dans le sens où si un projet est soumis à une nomenclature loi sur l'eau, il devra
compléter cette connaissance par une étude plus approfondie en matière de délimitation de zones humides potentiellement impactées et, dans le cas échéant, de définir des mesures à mettre en œuvre selon le principe éviter, réduire, compenser. Et nous arrivons au bout de ce webinaire dédié aux zones humides. On peut peut-être vous proposer pour conclure une brève vidéo, tout en sachant que les informations et documents sur les zones humides sont très nombreux et diversifiés. Donc, nous vous proposons un panel de vidéos ou documents assez intéressants pour compléter l'information sur les zones humides. À la fois, la Fédération des conservatoires propose via son centre de ressources beaucoup de documents en lien avec les zones humides, puisqu'elle crée un réseau des acteurs zones humides. Il existe également un certain nombre de vidéos assez intéressantes sur les zones humides et également dans le cadre du sage hôtelier, eh bien, il y a un guide technique sur lequel d'ailleurs se repose en partie cette présentation, dédiée à l'intégration et protection des zones humides dans les documents d'urbanisme, dont vous avez le lien et qui est librement téléchargeable et plutôt intéressant pour présenter tout ce qui est orientation en lien avec l'aménagement, l'urbanisme et la préservation des zones humides. Cécile, si tu peux présenter. Alors, je vais plutôt vous proposer. Est-ce qu'il y avait des questions déjà sur les interventions ou des remarques juste? N'hésitez pas à réactiver votre micro. Où peut-on consulter la carte des zones humides du sage Yèvre-Rond? Donc, on peut la consulter en ligne et sur le site internet du sage, dans territoire cartographie interactive. Je vous enverrai, on mettra le lien effectivement sur la slide. À noter que ces inventaires dans le cadre du sage Yèvre-Rond étaient donc non exhaustifs puisque limités aux enveloppes très fortes à forte probabilité. Et également, on s'est rendu compte que cet inventaire, effectivement, pour être intégré, par exemple, dans les documents d'urbanisme, n'était pas assez complet et que ce manque de complétude était un frein pour les documents d'urbanisme. Et du coup, aussi avoir une vision un peu plus opérationnelle de leur protection et de leur restauration. Et donc, sur le territoire, il y a une réflexion en cours pour compléter ces inventaires. T'as perdu, Cécile? Excusez-moi, j'ai des gros problèmes de connexion Internet. Il y a des réflexions sur le territoire pour compléter ces inventaires, ces premiers inventaires terrain en ce moment par peut-être les syndicats de rivières qui sont en lien direct avec leur collectivité GEMAPiennes, qui sont les communautés de communes qui portent maintenant les documents d'urbanisme aussi. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des remarques. Comme soit on peut conclure là, puisqu'on a atteint une petite heure de webinaire, tout en précisant d'ailleurs que nous nous retrouvons la semaine prochaine, 19 mai à la même heure, 11h30, sur un autre thème, la gestion quantitative, sur la démarche hydrologie, milieu, usage, climat, et sur le volet plus précisément de la déclinaison opérationnelle de cette démarche. Oui, bonjour. Excusez-moi. On vous entend, allez-y. Oui, bonjour. Je voulais juste signaler éventuellement le guide d'analyse fonctionnelle des zones humides qui était paru, édité par l'ancienne OFB, donc l'ONEMA à l'époque. La méthodologie d'évaluation fonctionnelle des zones humides, je parle de mémoire, mais je pense que c'est un outil qui peut être intéressant de citer pour ceux qui ne le connaissent pas.
Oui, effectivement. Et aussi, on a oublié de le dire, dans les avantages aussi d'avoir des inventaires réalisés par une entité un peu supra et à une échelle un peu grande, c'est que les inventaires, du coup, ont à peu près, utilisent toute la même méthodologie. Et on a aussi un format de rendu qui permet d'avoir ensuite d'autres utilisations, comme par exemple faire des plans de restauration. Parce que des fois, les inventaires faits dans le cadre des documents d'urbanisme sont assez partiels. On n'a pas tous les renseignements. En fait, enfin, Loïc, tu m'arrêtes ou tu complètes, mais on ne sait pas forcément exactement quelle est la végétation au final. Enfin, c'est assez succinct comme information dans le cadre des documents d'urbanisme, parfois, ce que font les bureaux d'études. Donc, il y a cet avantage-là aussi de travailler à l'échelle un peu supra sur ces connaissances. Et nous rajouterons le lien vers le document cité. Merci. Bien, on va peut-être finalement conclure tout en reprécisant, parce que je pense que c'était écrit, que la présentation sera disponible et transmise, ainsi que l'enregistrement via notamment les sites internet des sages, Cher Amand, Yves Roron et Cher Aval.